Il y a toujours eu chez nous cette sorte de destin qui transforme la réussite en ruine, comme si chaque génération devait payer le prix de la précédente. Dans ma famille, la dépression semble être une présence ancienne, presque héréditaire. Elle s'est glissée dans notre histoire bien avant ma naissance, avec un grand-oncle dont on parle rarement. On dit qu'il buvait trop, qu'il cherchait à noyer quelque chose qu'il ne pouvait pas affronter autrement. L'alcool a fini par l'emporter, mais personne ne parle vraiment de ce qu'il fuyait. C'est sans doute là que tout a commencé. Ma grand-mère, du côté de mon père, a vécu toute sa vie avec ce poids. Elle avait cette manière de sourire pour rassurer les autres, mais ses yeux trahissaient toujours une fatigue profonde. On la retrouvait souvent assise près de la fenêtre, perdue dans ses pensées, fixant le ciel comme si elle y cherchait une réponse. Mon père raconte qu'elle passait des jours entiers sans parler, puis qu'un matin elle se remettait à chanter en préparant le café, comme si de rien n'était. Ses enfants ont hérité de cette fragilité. Mon père et ses sœurs en souffrent chacun à leur manière. Chez eux, ça ne se manifeste pas toujours de la même façon. Ma tante a des périodes où elle disparaît du monde, où elle coupe tout contact, tandis que mon père essaie de tout contrôler, comme s'il pouvait empêcher la tristesse de revenir s'il restait assez occupé. Et puis il y a ma génération. Mes 2 cousins et moi. Nous savons ce que c'est, ces jours où tout semble trop lourd, où le silence devient plus bruyant que n'importe quelle parole. Mais on essaie d'avancer, chacun à notre rythme. Il y a des jours où tout va bien, où on rit, où on se dit qu'on tient le bon bout. Et puis d'autres où on se replie, où on se contente de respirer et d'attendre que ça passe. On parle parfois de tout ça entre nous, sans chercher de grandes explications. Peut-être qu'on ne guérira jamais complètement, mais on a appris à se soutenir, à se rappeler que même dans le creux des jours les plus sombres, on n'est pas seul à porter cette histoire. Si tu es le mouton noir de ta famille, n'aie pas peur de dire la vérité et de partager ta sagesse. Le monde a besoin de personnes qui font réfléchir les autres, car le questionnement est le début de l'éveil. Si tu ne te sens pas à ta place ici, c'est parce que tu es venu pour aider à créer un nouveau monde. Tu es beaucoup plus puissant que tu ne le crois. Ta lignée attendait une âme comme la tienne depuis longtemps. Tu es la manifestation de ses espoirs et de ses prières. C'est à travers toi que la rupture devait se produire, que le chemin devait s'ouvrir. Le fil ancestral qui traverse ta lignée sera délié grâce à toi. Les liens générationnels qui n'ont jamais eu la chance de s'épanouir trouveront enfin leur liberté à travers ton existence. Continue à briser ces malédictions familiales, car il faut une âme d'un immense courage pour entreprendre une telle mission. Tes ancêtres sont fiers de toi, car tu fais exactement ce pourquoi tu es venu. La douleur se transmet de génération en génération jusqu'à ce qu'une personne soit prête à la guérir en elle-même. En affrontant cette souffrance et en entreprenant ta guérison, tu cesses de transmettre le poison aux générations futures. C'est un travail sacré, d'une importance inestimable. Lorsque tu t'attelles à briser les croyances et les schémas transmis par ta famille, il est essentiel de comprendre pourquoi et d'où ils viennent. Tu ne pourras pas vraiment libérer un schéma sans en connaître l'origine. Si tu es un être à part, un inadapté, ne crois jamais que tu n'as pas ta place ici. Tous ceux qui ont changé le monde ont d'abord été des marginaux. C'est parce que tu ne rentres pas dans le moule que tu es capable de voir ce que les autres ne voient pas. Tu offres une fréquence authentique dans un monde où beaucoup se cachent derrière des masques. Les êtres différents sont les véritables porteurs du changement. S'ils avaient réussi à s'intégrer, ils n'auraient jamais eu la vision qu'ils portent aujourd'hui. Il arrive que tu aies l'impression que personne ne comprend ta vision, mais continue de rayonner ta lumière authentique, afin que d'autres âmes comme la tienne puissent te reconnaître. Lorsque ton chemin diffère de celui de ta famille ou de tes amis, il est normal de ressentir de la peur face à l'incertitude. Pourtant, sois fier de ton courage, car en suivant la voie de ton esprit, tu brises déjà de nombreuses chaînes ancestrales. Cette peur de l'inconnu que tu ressens parfois n'est pas seulement la tienne, c'est aussi celle de toutes les générations avant toi, celles qui n'ont jamais osé affronter leur propre peur. À chaque pas, l'univers te guide. Il est normal que ton humanité tremble,
mais souviens-toi de ton appel supérieur, de ta mission. La pression que tu ressens ne t'appartient pas entièrement, elle porte le poids de ceux qui t'ont précédé. Et chaque fois que tu choisis de briser un cycle, tu les libères tous un peu plus. S'éloigner de ce qui ne nourrit plus ton âme est un acte de puissance. Ceux qui ont le courage de couper les liens toxiques et de se libérer finissent toujours par trouver la paix. Ils savent ce qu'ils veulent, leur foi est solide, et rien ne peut les arrêter. Ils avancent, encore et encore, et c'est ainsi que la vie se met à leur côté. Les croyances héritées ne doivent pas te définir. Si tu ressens cet appel intérieur qui te dit que tu es destiné à plus, ne laisse jamais les opinions ou les comportements des autres freiner ton évolution. Continue. Tu es né pour ça. Quelque chose qui a perduré pendant des générations dans ta famille s'achève avec toi. À un moment donné dans chaque lignée, une âme naît et décide de ne plus se taire, de ne plus se conformer, de dénoncer les illusions, de guérir, et d'apporter la lumière à ceux qui l'ont précédé. Si tu lis ces mots, il y a de grandes chances que cette âme, ce soit toi. Dans ma famille, les garçons ne dépassent jamais 5 ans. C'est une chose que tout le monde sait, sans vraiment en parler. On dit que c'est le malheur de notre sang. Personne ne sait d'où ça vient, mais chaque génération en porte la trace. Ma mère a toujours eu peur d'avoir des fils. Elle le disait à demi-mot, la main posée sur son ventre rond, quand elle était enceinte. Elle priait pour que ce soit une fille. Et quand le médecin annonçait que c'était le cas, elle pleurait de soulagement, pas de joie, pas vraiment. C'était plutôt comme si un poids tombait de ses épaules. Dans les albums de famille, il y a des photos de petits garçons qu'on ne reconnaît plus. Des visages d'enfants, le même regard clair, les mêmes cheveux un peu bouclés. Certains sourient, d'autres dorment dans des bras fatigués. On ne dit jamais leur prénom. On dit seulement lui aussi. Ma grand-mère en a perdu 2. Le premier est mort avant sa 3e année, le second à 4 ans et demi. Elle ne s'est jamais vraiment remise. Elle a gardé leurs vêtements dans une boîte, rangée au grenier, que personne n'a le droit d'ouvrir. Chez ma tante aussi, il y en a eu un. Il allait bien, il riait beaucoup, puis un matin, il s'est éteint sans qu'on comprenne. Aucun médecin n'a jamais trouvé de raison. Elle n'a plus voulu d'enfant après ça. Et puis il y a ma sœur, moi, nos cousines. Nous, les filles. Nous grandissons. Nous vieillissons. Nous portons l'histoire de tous les autres, ceux qui n'ont pas eu cette chance. Quand une fille naît, dans notre famille, c'est toujours la même scène, un soupir de soulagement, des larmes qu'on ne cache pas, et des regards échangés, pleins de reconnaissance. On dit que les filles ramènent la vie. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est juste une façon d'essayer d'oublier. Parfois, je pense à ce que ça ferait d'avoir un frère. Quelqu'un de mon âge, qui aurait survécu. J'imagine son rire, sa voix, les disputes, la complicité. Et puis je me reprends, chez nous, ça n'arrive pas. On grandit avec cette idée comme une ombre familière. On apprend à ne pas poser de questions. On s'attache aux filles, on s'éloigne des garçons, sans s'en rendre compte. Quand je regarde ma cousine enceinte, je vois dans ses yeux la même peur que ma mère, que ma grand-mère avant elle. Elle sourit, mais ses mains tremblent. Elle dit qu'elle n'a pas de préférence, mais tout le monde sait ce qu'elle espère. Parce que chez nous, lorsqu'on entend « c'est une fille », tout le monde respire enfin. Ma grand-mère a grandi aux Philippines dans les années 1900, en cherchant à être acceptée par son père. C'était une femme travailleuse et dévouée. Elle a épousé mon grand-père et ensemble, ils ont eu 9 enfants. Ma mère, l'aînée des filles, est née en 1948. Quand elle était en 6e, elle m'a raconté qu'un jour, en rentrant de l'école, elle avait trouvé sa mère en larmes, un couteau ensanglanté à la main, et son père couvert de coupures. Mon grand-père avait eu une liaison avec la bonne, qui était enceinte. Quelques années plus tard, une nouvelle liaison avec la même femme a conduit à une autre grossesse. Cette fois, la maîtresse s'est battue avec ma grand-mère, et ma mère, folle de rage, a frappé la maîtresse au visage et a tenté de la tuer avec une machette.
Ma mère n'a jamais eu de relation stable avec les hommes. Elle cherchait l'approbation du père volage qui l'avait élevée. Ces événements, ainsi que le comportement de ses parents, ont nourri en elle une profonde rancune envers les hommes et un fort désir d'indépendance pour elle et les femmes de sa vie. Ma mère était agressive, autoritaire, avec des tendances légèrement narcissiques, mais malgré tout, elle portait beaucoup d'amour en elle. Elle ne savait simplement pas l'exprimer d'une manière apaisée. En 1986, je suis né. Ma mère était imprévisible, tantôt chaleureuse, tantôt cruelle. Elle manipulait mes émotions et me frappait parfois. Elle n'a jamais su me soutenir ni m'encourager. J'ai toujours ressenti une étrange résistance de sa part lorsqu'il s'agissait de me motiver ou de reconnaître mes efforts. Elle fonctionnait selon la logique du « c'est ma façon ou rien du tout » et n'admettait presque jamais ses torts. Elle venait d'une culture d'Asie du Sud-Est très traditionnelle, différente des mentalités occidentales, mais cela n'excuse pas tout. Elle projetait sur moi sa propre souffrance, la douleur d'avoir cherché en vain l'approbation de son père, et celle d'avoir porté le poids émotionnel de sa mère. Même si les histoires de ma grand-mère et de ma mère ne sont pas directement les miennes, elles m'affectent malgré tout. Le traumatisme se transmet parfois dans le corps, de manière inconsciente. J'ai moi-même grandi agressif et sur la défensive, parce que j'avais hérité de leur colère et de leur besoin de se battre pour ce qu'elles croyaient juste. J'ai vécu des choses très dures dans mon enfance, et j'ai grandi en pensant que je devais lutter contre le monde pour survivre. Malgré sa force apparente, ma mère me suppliait de ne jamais la quitter, me disant que j'étais tout ce qu'il lui restait. Quelques années plus tard, elle est morte d'un cancer du pancréas. Ma mère a toujours affiché une image de force et de résilience, mais en réalité, elle s'appuyait sur moi pour combler les blessures qu'elle n'avait jamais affrontées. Elle espérait que le monde extérieur les répare à sa place. Je l'aime encore et je lui ai pardonné la façon dont elle m'a élevé, mais je reste responsable de ma propre guérison. C'est à moi, en tant qu'adulte, de veiller à ne pas reproduire ni projeter mes blessures sur les autres. C'est un long cheminement, mais je n'abandonne pas. Quand on parle de transfert et de contre-transfert, on peut voir des liens entre notre vécu actuel et celui de nos ancêtres. Ce n'est pas toujours la cause directe de nos problèmes, mais il existe bien une corrélation, nous héritons de leurs émotions, de leurs croyances, et de leur manière d'aimer ou de souffrir. J'ai d'ailleurs remarqué que j'avais tendance à attirer des femmes qui ressemblaient à ma mère dans leur agressivité et leur instabilité. 4 d'entre elles ont tenté de me tuer, dont 2 avec qui j'ai eu de longues relations. Cela montre à quel point les traumatismes transgénérationnels façonnent notre perception du monde et les relations que nous jugeons familières, jusqu'à ce que nous entreprenions un vrai travail intérieur. Partager tout cela fait partie de mon processus de guérison. Ce n'est qu'une petite partie de ce que ma famille et moi avons traversé, mais raconter cette lignée de traumatisme m'aide à comprendre. J'ai depuis trouvé un certain apaisement grâce à la thérapie, à des approches psychédéliques encadrées et à d'autres méthodes qui m'ont aidé à explorer mon passé et à comprendre comment je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Dans ma famille, il y a 2 sortes de gens. D'un côté, ceux qui lisent les lignes de la main, qui croient aux esprits et aux énergies invisibles. De l'autre, ceux que tout le monde appelle les normaux. Pourtant, ce sont ces derniers qui voient venir les choses étranges. Ils savent quand une tempête approche avant que le ciel ne s'assombrisse, ils devinent le sexe des bébés, s'il y aura une promotion, ou encore qui tombera malade. Le plus troublant, c'est qu'ils ne se trompent presque jamais, et que tout ce qu'ils annoncent finit par se produire en quelques semaines. Ma grand-mère, de ce côté-là, dit que tout a commencé après sa chirurgie, qu'elle sent les choses différemment depuis. Certaines de ses sœurs, elles, reçoivent leurs signes à travers leurs rêves. Elles se réveillent en sueur, notent un détail, un prénom, un lieu, puis quelques jours plus tard, tout se déroule comme dans leur sommeil. L'autre côté de la famille, celui des liseurs de paumes, fonctionne d'une manière encore plus déroutante. Ils n'ont pas besoin de connaître quelqu'un pour savoir qui il est. En regardant une main, ou parfois juste un visage, ils comprennent si la personne porte une bonne ou une mauvaise énergie, s'il lui est arrivé un malheur ou une joie récemment. Ce ne sont pas des devinettes, mais des certitudes. J'ai vu ma tante dire à un inconnu le prénom de son oncle décédé, et une fois,
elle a prévenu une amie de la famille qu'elle perdrait un fils dont le prénom commencerait par un B. À l'époque, cette femme n'était même pas encore enceinte, mais tout est arrivé, exactement comme annoncé. Quant à moi, je me situe quelque part entre les deux. Quand je rencontre quelqu'un, une impression très forte me traverse, comme une alerte intérieure. Je peux lire les lignes de la main, pas aussi précisément que ma tante, mais elle dit que ça viendra avec le temps. Et puis il y a mes rêves. Ils sont étranges, parfois sans queue ni tête, jusqu'au jour où ils se produisent exactement comme je les ai vus. C'est alors que la sensation de déjà-vu me saisit, comme si ma tête essayait de me prévenir depuis longtemps. Dans ma famille, on dit que chacun finit par comprendre de quel côté il penche. Moi, je ne suis pas encore sûr du mien. Depuis quelques années, j'ai un peu peur d'aborder ce sujet avec mes pères autochtones, alors je viens en parler ici. Peut-être que j'en parlerai lors de notre prochain cercle de discussion. La dernière fois, notre thème était le sentiment de ne pas être assez autochtone, et cela avait ouvert une longue conversation. Je ressens souvent de la culpabilité à cause de ce qu'a vécu, par exemple, mon arrière-grand-mère, qui, comme beaucoup d'autres, a été envoyée dans un pensionnat. Ma grand-mère a parfois partagé quelques bribes de ce que sa mère y avait vécu, mais jamais beaucoup. Tout ce que je sais, c'est que cette expérience l'a profondément traumatisée. Elle portait sans doute déjà en elle le traumatisme transmis par sa propre mère, qui avait elle aussi été envoyée dans un pensionnat. J'éprouve aussi un grand malaise en pensant à une de mes ancêtres, qui avait environ 15 ans lorsque son mari, âgé d'une trentaine d'années, lui a fait avoir son premier enfant. Et même si cela paraît absurde, je me sens coupable de ne pas avoir été là. Je sais bien que c'est impossible, que je n'aurais rien pu faire pour empêcher ces horreurs, mais je ressens tout de même de la colère, de la tristesse et une forme de culpabilité que j'ai du mal à exprimer. Je ressens aussi de la honte, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir honoré leur héritage comme je le devrais. Comme beaucoup d'autres, je viens d'une famille brisée, et j'ai aussi perdu le contact avec ma grand-mère, qui a profondément changé après certains événements politiques. Elle est devenue homophobe, raciste envers les non-autochtones, et même envers d'autres autochtones. Je me sens coupable d'avoir rompu ce lien. J'ai l'impression de ne pas en faire assez pour transmettre leur histoire ou pour faire vivre notre culture. J'aimerais pratiquer le rituel de la fumigation dans des lieux publics, mais je n'ose pas. Et je me dis, ils ont traversé tant de souffrances, et moi, je ne suis même pas capable de faire ce geste en public? Ces pensées ont atteint leur paroxysme lors d'une cérémonie de hutte de sudation il y a quelques semaines. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à mes ancêtres et à ce qu'ils penseraient de moi. Je leur demande pardon de ne pas avoir pu les protéger et de ne pas faire assez pour préserver notre culture. J'essaie pourtant. J'essaie d'apprendre notre langue, même si c'est difficile de trouver des enseignants. Heureusement, mon université a trouvé un professeur, et il devrait bientôt arriver. Il m'arrive de pleurer en pensant à tout ce qu'ils ont dû endurer. Une bénédiction ou une malédiction, selon à qui on pose la question. Dans ma famille, les hommes ne peuvent pas avoir de filles. C'est une règle invisible, mais infaillible, transmise de génération en génération. Mon père a eu 2 fils. Mon grand-père, 4. Aucun d'entre eux n'a jamais eu de fille, pas même par accident. Mon grand-père, lui, n'avait que des frères. Et chacun de ses frères, à son tour, n'a eu que des garçons. Notre arbre généalogique est soigneusement tenu depuis des générations. On peut remonter 5 niveaux, feuille après feuille, et jamais un prénom féminin n'apparaît. C'est comme si la lignée rejetait l'idée même de la naissance d'une fille. Dans les histoires que se racontent les anciens, on dit qu'un ancêtre aurait fait un vœu, ou peut-être passé un pacte, pour que son nom ne s'éteigne jamais. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'un hasard biologique, une bizarrerie que la science pourrait un jour expliquer. Mais personne n'ose vraiment chercher plus loin. Chez nous, les femmes viennent toujours d'ailleurs. Elles arrivent, jeunes et pleines d'espoir, épousent un homme de la famille et finissent par donner naissance à un autre garçon. On dit en plaisantant qu'on les « vole » aux autres lignées pour renforcer la nôtre,
mais certaines épouses ont cessé de rire de cette expression. Elles sentent que quelque chose de plus ancien, de plus profond, plane sur la maison. Depuis 7 ans, je vis avec un traumatisme qui empoisonne mon existence. Quel traumatisme, me demanderas-tu? Je n'en ai aucune idée. J'ai quelques souvenirs de choses assez évidentes, mais rien de sexuel, du moins rien dont je me souvienne. J'ai longtemps eu des épisodes de stress post-traumatique où j'avais la certitude que j'allais me faire violer à tout instant. C'était une terreur viscérale, comme si le danger était partout, prêt à surgir. J'étais complètement dépassé, incapable de comprendre comment affronter un souvenir qui n'existait pas. Heureusement, avec le temps, j'ai fini par aller un peu mieux, mais sans jamais comprendre pourquoi. Un jour, quelqu'un m'a dit que le traumatisme pouvait non seulement se transmettre par les gènes, via l'épigénétique, mais aussi que les cellules reproductrices pouvaient être modifiées au point de transmettre ce traumatisme aux générations suivantes. Et là, tout a pris une tournure effrayante. Ma grand-mère paternelle a été violée par un membre de sa famille et est tombée enceinte de ma tante. Cela remonte à 2 générations avant moi. Je ne sais pas si mon autre grand-mère a vécu quelque chose de semblable, elle est morte quand ma mère avait 17 ans. Pour ma propre santé mentale, je préfère imaginer que non. Mais quand même, 2 générations se sont écoulées, et j'ai l'impression de porter encore en moi leur douleur. Ce qui me révolte, c'est que si quelqu'un sans traumatisme met un enfant au monde, il y a toujours un risque que la vie soit difficile, mais ce n'est pas une certitude. En revanche, quand on porte un traumatisme, on sait qu'en donnant la vie, on transmet une part de cette souffrance. Et ça me donne le vertige de penser qu'en créant une nouvelle vie, on puisse condamner quelqu'un à souffrir à cause de ce qu'on a soi-même enduré. On appelle ça la malédiction du deuxième. Dans la branche maternelle, chaque cadet finit par s'enfoncer dans une nuit que les médecins appellent dépression et que la famille traite comme une vieille présence qui change de pièce sans prévenir. Ma grand-mère raconte que son deuxième fils s'est mis à parler moins, à manger tard, à marcher seul près de la voie ferrée. Ma mère évoque sa sœur cadette, brillante au lycée, puis soudain immobile devant la fenêtre, des heures durant. Mon cousin Léo allait bien jusqu'à ses 17 ans. Un matin, il n'a plus répondu à personne. Il respirait, il souriait parfois, mais on avait l'impression qu'il n'était plus sur la même plage que nous. À force, tout le monde a adopté des rituels. Quand un bébé naît, on note son rang sur le calendrier et on prépare une boîte d'outils pour l'avenir. Carnet pour les humeurs. Numéro de thérapeute. Lampe pour l'hiver. Rappel pour les bilans chez le médecin. Personne n'attend que le ciel s'assombrisse. On apprend aux aînés à guetter les silences trop longs, aux parents à poser les bonnes questions sans transformer la maison en interrogatoire. Les repas de famille tournent souvent autour de ce sujet. « Comment tu dors ?» demande ma mère, comme si elle demandait du sel. On parle de médicaments avec la même simplicité que des lunettes. Parfois, quelqu'un rit pour alléger l'air, puis regarde le cadet de la table et demande s'il a besoin d'un break. Il y a de la tendresse, et une vigilance qui ne s'éteint pas. Moi, j'ai grandi avec cette idée que le rang dans la fratrie agit comme une clé cachée. On ne sait pas où elle mène, alors on laisse les portes ouvertes. Je me surprends à vérifier les lampes, à envoyer des messages tard le soir, à proposer une sortie au moindre signe d'absence. La malédiction n'aime pas le vacarme des liens. Elle préfère les chambres closes. Chez nous, on laisse la musique allumée dans le couloir et on frappe avant d'entrer. On espère que cette façon de rester proche déjoue une partie du sort, et quand cela ne suffit pas, on appelle à l'aide sans honte. On continue d'utiliser ce nom de malédiction du deuxième parce qu'il résume l'histoire et les peurs. Dans les faits, ce sont des vies qui avancent avec des saisons plus rudes que d'autres. On a appris à faire des provisions pour ces saisons. Et lorsqu'un cadet sourit vraiment, on ne demande pas pourquoi. On met la bouilloire à chauffer et on s'assoit près de lui pour que la lumière reste un peu plus longtemps. J'en parlais justement avec ma thérapeute l'autre jour, parce que j'ai très peur d'avoir un enfant. Aucun parent ne fait tout parfaitement. Nous restons des êtres humains, nous faisons tous des erreurs et nous échouons parfois.
Chaque personne aura forcément des difficultés dans sa vie qui seront, d'une manière ou d'une autre, liées à ses parents, même quand ceux-ci font de leur mieux. Cela fait partie de l'expérience humaine. Mais parfois, j'ai l'impression que la majorité des parents échouent complètement, bien au-delà de ce qu'on pourrait considérer comme des erreurs normales. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. On voit des gens qui, à la naissance de leur bébé, disent des choses comme « Maintenant, je sais ce qu'est l'amour », et quelques années plus tard, on se demande pourquoi ils ne traitent pas leur enfant avec cet amour dont ils parlaient. Je sais, la plupart d'entre eux portent probablement leur propre traumatisme. Mais c'est quand même difficile à comprendre et à accepter. Je suis profondément convaincu que les traumatismes et la négligence vécue durant l'enfance sont la première cause des souffrances qui touchent les individus, les communautés et la société entière. Et pourtant, ce sujet est si rarement abordé ou pris au sérieux, qu'il continue de se perpétuer dans l'ombre. Je sais que tout cela part un peu dans tous les sens, mais c'est un sujet que j'ai beaucoup de mal à saisir et à accepter. Pour répondre à ta question, oui, je ressens souvent un profond désespoir à ce sujet. Mais il reste malgré tout un peu d'espoir. Je crois sincèrement qu'il est possible de briser le cycle, avec un bon accompagnement thérapeutique et un vrai travail sur soi. Ce qui est dur, c'est de savoir que la plupart des gens n'auront jamais accès à cette chance. Cinquième enfant d'une famille vietnamienne ayant fui la guerre. Mes parents et mes frères et sœurs sont arrivés sans rien, juste avec la peur, la fatigue et la volonté de survivre. La vie ici a commencé dans des appartements trop petits, avec des horaires impossibles, et la certitude qu'il fallait travailler sans jamais s'arrêter pour mériter sa place. Mon père croyait que la discipline passait par la peur. Les cris et les coups servaient à maintenir l'ordre, à écraser la moindre désobéissance. Ma mère, elle, se taisait. Parfois, elle tournait le dos, parfois elle pleurait en silence, mais elle ne s'interposait jamais. Les plus grands ont vite pris le rôle des adultes. Ils devaient surveiller, cuisiner, s'occuper des petits, et quand l'impatience montait, ils reproduisaient ce qu'ils avaient vu. La peur changeait juste de visage. L'enfance s'est passée sous ce poids-là, la honte, la culpabilité, la sensation constante d'être de trop. On apprenait à sourire même quand tout brûlait à l'intérieur. Et quand j'ai fini par craquer, quand les pensées sombres sont devenues trop lourdes, j'ai tenté d'en parler. On m'a répondu que j'avais eu la vie facile, que je n'avais aucune raison d'aller mal. Les mots qui auraient pu apaiser n'ont fait qu'ajouter une couche de honte et de solitude. Alors j'ai compris qu'il valait mieux se taire. Aujourd'hui encore, parler de ce que je ressens donne l'impression de trahir ma famille. Poser une limite ou dire que quelque chose me blesse déclenche des réactions disproportionnées, comme si le simple fait d'exister en dehors du devoir familial était un affront. On me reproche de faire des histoires, de ne pas être reconnaissant, de manquer de respect. Je viens d'une famille où le déni règne en maître et où tout se fait dans le silence, mais j'ai réussi au fil des années à reconstituer les morceaux. Ma mère était l'aînée de 4 filles, et elle a clairement vécu une enfance très différente de celle de ses sœurs. Ma grand-mère était alcoolique et passait la plupart de son temps au lit, si bien que ma mère a dû élever ses sœurs toutes seules. Les 3 autres, elles, étaient placées sur un piédestal. Quiconque a eu un parent alcoolique sait à quel point la violence verbale et la rancune peuvent être terribles. Mon arrière-grand-père, lui, avait été blessé par balle pendant la guerre, et c'était aussi un alcoolique malheureux. Durant notre enfance, ma mère était souvent absente émotionnellement. Elle n'était pas alcoolique, mais elle a épousé un homme qui l'était. Mon père, lui, porte manifestement ses propres démons, mais c'est là que les choses deviennent floues. Mon grand-père, le père de mon père, a grandi en croyant que sa mère était en réalité sa sœur, car elle l'avait eu hors mariage. Nous ne savons pas qui était son père, ni même d'où vient notre nom de famille. Mon grand-père était lui aussi alcoolique et loin d'être un homme aimable. Il est mort d'un cancer du cerveau quand j'étais bébé. Mon père était le plus jeune. Sa grand-mère, la mère de son père, a ensuite épousé un homme extrêmement riche, ce qui a fait de mon père un enfant gâté. Je pense que sa relation avec elle a façonné sa personnalité.
Il n'a jamais vraiment eu à grandir. Pendant ce temps, mon grand-père trompait sa femme avec la voisine. Les deux familles étaient très proches, et un jour, il a simplement quitté sa famille pour épouser cette voisine. Mon père est alcoolique, et mes parents sont toujours mariés. Mon père a toujours été la priorité, et nous avons grandi dans un climat de peur, constamment sur la pointe des pieds. Mon père et moi, nous avons grandi seuls au milieu du bruit des autres. Tous deux enfants uniques, tous deux pauvres, tous deux élevés dans des maisons où la tendresse servait plus à manipuler qu'à apaiser. Chez lui comme chez moi, il y avait toujours un cousin préféré, un étranger traité comme un roi dans la maison qui n'était pas la sienne. Le cousin de mon père ne travaillait pas. Il dépendait entièrement de mes grands-parents, qui lui payaient tout. Mon père, déjà adulte, a dû continuer à les entretenir, lui, sa femme toxique et leur fils malpoli, ce garçon qui a fini par devenir l'enfant chéri de mes parents. Pendant qu'il s'occupait d'eux, moi, je restais seul à la maison, apprenant trop tôt à me débrouiller. Quand les tensions montaient, c'est sur moi que tout retombait. Mon père avait hérité d'une mère instable, qui menaçait de se suicider chaque fois qu'elle perdait le contrôle. Lui-même répétait le même schéma, quand j'allais mal, il me disait que je ferais mieux d'en finir. À force, ces mots sont devenus un fond sonore, un poison lent que je prenais pour une vérité. Du côté de ma mère, les choses semblaient plus calmes en apparence. Son père, obsédé par le contrôle et la perfection, ne donnait de l'amour qu'à ceux qui le méritaient selon ses critères. C'était un autre type de violence, plus silencieuse, mais tout aussi destructrice. Mes parents, marqués par la guerre et la méfiance, avaient appris à ne dépendre de personne. Ils voyaient le monde comme une menace permanente, alors ils refusaient toute aide, tout conseil. Leur entêtement nous a maintenus dans la pauvreté et la peur, mais ils appelaient cela de la fierté. La différence, c'est que j'ai choisi un autre chemin. J'ai décidé de croire que la société n'était pas qu'un piège, que la plupart des gens voulaient sincèrement bien faire, même s'ils ne savent pas toujours comment. J'ai parlé, j'ai dénoncé, j'ai mis des mots sur ce que je vivais. Mes parents, pris de panique, ont fini par consulter. Ce n'est pas une réconciliation, mais c'est un début. Je ne sais pas encore si le courage, dans ma famille, se transmettra. Mais au moins, moi, je sais que le silence n'est plus une option. Je soupçonne que les gènes liés à la schizophrénie et aux troubles bipolaires remontent jusqu'à mon arrière-grand-mère maternelle, voire encore plus loin, puisqu'il y a eu des suicides et des mères portées disparues à cause de troubles mentaux. Ces gènes se sont transmis peu à peu, atteignant ma grand-mère et ma tante, toutes deux diagnostiquées schizophrènes, puis ma mère sous une autre forme, non diagnostiquée mais souffrant de dépression sévère, d'hypersexualité, de parentification, de dysrégulation émotionnelle, de perception altérée de la réalité, d'une faible estime d'elle-même, de rejet répété, d'impuissance apprise et d'enchevêtrement affectif. Ma mère n'avait que très peu de chances de s'en sortir, car son père souffrait lui aussi de stress post-traumatique lié à la guerre et probablement d'un trouble bipolaire. Il déménageait souvent à cause des projets fantasques de mon grand-père. Ce n'était pas un environnement propice à l'équilibre. Jusqu'à présent, ces gènes ne se sont pas activés chez moi ni chez mes cousins plus âgés. Mais nous avons tout de même hérité de nombreux problèmes de nos parents. Pour ma part, je lutte contre la codépendance et l'attachement anxieux, je suis en hypervigilance à cause d'un probable trouble de stress post-traumatique complexe, et je vis aussi avec un TDAH, peut-être lié à ces gènes et au traumatisme de l'enfance. Du côté de mon père, je pense qu'il y a eu des violences émotionnelles et physiques dans sa famille. Mon grand-père était violent et alcoolique. Mon père ne m'a jamais frappé, mais il portait en lui énormément de colère. J'ai aussi hérité de certains gènes liés au TDAH et à l'autisme de ce côté-là, plusieurs de mes cousins sont TDAH eux aussi, et il est très probable que mon père le soit également, car je partage beaucoup de ses traits. Je pense donc qu'une neurodivergence non diagnostiquée et un stress post-traumatique complexe ont profondément marqué mon père et l'ont conduit à être attiré par ma mère. Le rejet qu'elle lui a fait subir l'a beaucoup détruit, et il est tombé aussitôt dans une relation avec ma belle-mère, devenant son facilitateur. J'ai eu la chance
d'être l'enfant du beau-parent rejeté et donc rarement autorisé à être avec eux, car ses filles et petits-fils ont énormément souffert des effets de génération en génération d'une structure familiale probablement narcissique, ou du moins très toxique. J'ai hérité de cette tendance à m'attacher à des personnes présentant des troubles mentaux importants, dans des relations de codépendance. J'essaie simplement de ne pas reproduire leur schéma et de comprendre qu'ils n'avaient personne pour les aider à traverser leur douleur. J'ai compris récemment que quelque chose qu'on m'avait souvent fait remarquer vient sans doute d'un traumatisme transmis à travers les générations. Je suis une personne racisée, née loin du continent que beaucoup considèrent comme mon origine. Je n'y ai jamais mis les pieds, et pourtant, certains réflexes semblent venir de là-bas, comme une mémoire inscrite dans le corps plutôt que transmise par des mots. Depuis l'enfance, j'ai cette réaction immédiate, si je vois des gens courir dans la panique, je cours aussi. Sans réfléchir, sans chercher à savoir pourquoi. Mon cerveau se contente de dire, s'il fuit, c'est qu'il y a un danger. Fuis-toi aussi. C'est instinctif, presque animal. Je ne l'ai pas appris, on ne me l'a jamais enseigné. En parlant autour de moi, j'ai découvert que ce n'était pas universel. Certaines personnes rient en disant qu'elles resteraient là, à regarder, à chercher la cause. Mais chez les gens de mon origine, ce réflexe est fréquent. Comme si nos corps portaient encore le souvenir d'un temps où hésiter, c'était mourir. Mes aînés m'ont expliqué que nos ancêtres ont vécu la traque, l'esclavage, la fuite constante. Même si nous ne l'avons pas connu directement, leurs corps ont transmis la peur dans les nôtres. Leur course dans la nuit, leur silence, leur veille, tout cela a laissé des traces invisibles, mais vivantes. Mon père a été abandonné par ses parents alors qu'il n'avait que 12 ans, dans un pays en plein effondrement sous la loi martiale. Ils l'ont ensuite forcé à émigrer dans un autre pays dont il ne parlait pas la langue, où il a été entouré de violence, ce qui l'a poussé à devenir criminel plutôt qu'à aller à l'école. Ses parents avaient passé leur propre enfance à tenter de survivre au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Ma grand-mère était une personne très complexe, avec de nombreux problèmes graves. Elle affirmait que sa propre mère était malfaisante et n'a plus jamais voulu lui parler après avoir quitté son village. La famille de ma mère est très semblable. Elle est née d'une mère célibataire souffrant de schizophrénie non traitée, ma seconde grand-mère, qui elle-même avait grandi en tant que benjamine d'une grande famille étrange, pleine de secrets sombres. L'un de mes grands-pères, que je n'ai jamais rencontré, était alcoolique, et l'autre était un alcoolique volage et absent. Des deux côtés, on retrouve beaucoup de dépendance, de violence, de suicide et de troubles mentaux ou de personnalité. Il n'y a pas un seul adulte normal ou sain dans ma famille biologique. Dans ma famille, aucun homme, à notre connaissance, n'a réussi à atteindre 40 ans. C'est comme une sorte de malédiction silencieuse dont personne ne veut vraiment parler, mais que tout le monde garde en tête. Mon grand-père biologique a vécu jusqu'à 38 ans, et c'est lui qui s'est approché le plus de cette frontière invisible. Son père, mon arrière-grand-père, est mort à 35 ans d'un accident de chantier. On dit qu'il travaillait de nuit, qu'une poutre s'est détachée et l'a écrasé avant que quiconque ait pu réagir. Son frère aîné, quant à lui, n'a pas dépassé 32 ans. Il a succombé à une crise cardiaque alors qu'il rentrait du travail, seul sur une route de campagne. Du côté de mon père, l'histoire n'est pas différente. Il est mort à 36 ans, sans signe avant-coureur. Il s'était plaint d'une douleur dans la poitrine le matin, pensant que ce n'était qu'un reste de fatigue. Ma mère a appelé les secours trop tard. Je me souviens encore du silence dans la maison ce jour-là, un silence lourd, presque figé. Même mon oncle, qui vivait dans une autre ville et ne voyait presque jamais la famille, n'a pas échappé à ce destin. Il a eu un accident de voiture la veille de ses 39 ans. À chaque génération, les femmes de la famille regardent les hommes grandir avec une angoisse cachée. Ma mère compte les années en silence. Elle ne le dit pas, mais je sais qu'elle redoute le jour où j'aurai 39 ans. Moi aussi, j'y pense. Pas comme une obsession, mais comme une ombre qui suit mes pas.
J'ai découvert il y a 1 an que le grand-père de mon père s'était attiré des ennuis avec certaines personnes et qu'il avait fini par tuer l'un d'eux. Mon arrière-grand-père, avec sa famille, a alors dû fuir leur maison à bord d'un petit bateau, longeant la côte parce qu'ils ne savaient pas naviguer en pleine mer, et ils ont fini par s'installer près de l'endroit où nous vivons aujourd'hui. Je soupçonne que la famille de la victime ait pu jeter une malédiction sur lui et sur sa descendance, car ce qui est arrivé à sa famille après cet incident est incroyable. Sa famille était autrefois prospère, puisqu'il était un général à la retraite et possédait beaucoup de terres, mais tous ses enfants, y compris ma grand-mère, ont fini par vivre dans la pauvreté. Tous les membres de notre famille souffrent d'une maladie incurable ou en développeront une plus tard dans leur vie, alors qu'avant cet événement, il n'y avait aucun antécédent de ce genre. Mon père a dû travailler d'arrache-pied pour nous sortir de la pauvreté, mais ses frères et sœurs, ainsi que mes cousins, en souffrent encore aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à garder un emploi, certains ont été condamnés pour des crimes, d'autres sont devenus alcooliques, l'un d'eux est devenu pasteur, mais sa santé s'est dégradée très rapidement. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment mettre fin à cette malédiction, ce que je peux faire pour me protéger, ou pour purifier ma famille et mes frères et sœurs. Je suis vraiment nouveau dans tout ça, je n'ai encore rien fait, parce que je sais qu'il faut d'abord être protégé avant de pratiquer un rituel. Je vis dans une région très religieuse, et personne autour de moi ne pratique la sorcellerie. En plus, la stigmatisation est tellement forte ici que je deviendrais probablement le sujet de toutes les conversations si quelqu'un apprenait que je commence à m'intéresser à cet art. Dans ma famille, les femmes ne connaissent pas de relations stables. Depuis 4 générations, c'est toujours la même histoire qui se répète, comme un schéma dont personne ne parvient à s'échapper. Mon arrière-grand-mère a été la première. Elle s'est mariée jeune, pleine d'espoir et de naïveté. Son mari l'a quittée quelques années plus tard, parti sans explication, laissant derrière lui une maison à moitié vide et 2 enfants en bas âge. Elle n'a jamais refait sa vie, préférant se consacrer à ses filles, comme si elle voulait les protéger d'un sort qu'elle sentait déjà peser sur elle. Sa fille, ma grand-mère, a cru pouvoir faire mieux. Elle disait toujours qu'elle avait choisi un homme, différent, quelqu'un de calme, réfléchi. Au début, tout semblait parfait. Puis les disputes ont commencé. Les cris ont remplacé les rires, et un matin, il est parti lui aussi, laissant une lettre courte, écrite à la hâte. Elle n'a plus jamais prononcé son nom. Ma mère, elle, n'a jamais eu cette illusion. Elle a connu plusieurs hommes, jamais bien longtemps. Elle disait que l'amour ne tenait pas, que tout finissait par se casser, peu importe la douceur du début. Je l'ai souvent vue seule le soir, assise dans la cuisine, la radio allumée juste pour ne pas entendre le silence. Et maintenant, c'est mon tour. J'aimerais croire que je peux briser cette chaîne, mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, les choses s'effritent sans que je comprenne pourquoi. Tout commence bien, puis un jour tout bascule. La distance s'installe, les mots se perdent, et je me retrouve encore seul. Parfois je me demande si ce n'est pas quelque chose d'invisible, quelque chose que nous portons, nous les femmes de cette famille. Une peur transmise, une méfiance qui finit par tout abîmer avant même que l'amour ait le temps de s'enraciner. J'ai un âge bien plus avancé que la plupart des utilisateurs, 69 ans, et j'ai eu l'expérience d'élever 2 enfants jusqu'à l'âge adulte après 10 années de thérapie, en tant que père au foyer et travailleur à domicile. Ma partenaire, qui a 5 ans de moins, a elle aussi suivi 8 ans de thérapie et a été mère au foyer pendant 12 ans. Nous avons eu nos enfants tard, j'avais 39 et 44 ans à leur naissance, elle en avait 34 et 39. Nous étions ensemble depuis presque 10 ans avant la naissance du premier. Aujourd'hui, nos 2 enfants ont terminé leurs études, ont entamé leur carrière, vivent en couple et semblent heureux. J'avais de très fortes réticences à l'idée d'avoir des enfants, au point d'avoir presque subi une vasectomie au milieu de ma vingtaine. Mon enfance, comme celle de mes 5 frères et sœurs, a été horrible. Je vous épargne les détails, mais les abus étaient évidents et les séquelles considérables. Celle de ma partenaire a été plus subtile, mais on peut retracer un échec à s'épanouir sur plusieurs générations dans chacune de nos familles. Je voyais clairement comment ce schéma se transmettait, et j'étais très pessimiste quant à nos chances de le rompre.
Voici ce que nous avons appris: les abus et la négligence existent sous une large variété de formes et de degrés, mais, d'une manière ou d'une autre, ils sont présents dans la majorité des familles et des institutions. Même si l'on parvient à créer un environnement psychologiquement sain à la maison, on ne peut pas changer le monde autour de soi. On peut seulement limiter les dégâts. Presque tout ce que nous avons lu ou appris sur l'éducation des enfants s'est révélé faux, parfois gravement. Il faut adopter une approche radicale et être prêt à tout remettre en question constamment. Pour donner un exemple concret, la discipline. C'était un sujet qui m'inquiétait beaucoup. Je craignais d'être trop permissif, mais plus j'y réfléchissais, plus toute forme de punition me paraissait inacceptable. Au final, nous n'avons jamais puni nos enfants, et nous n'en avons jamais ressenti le besoin. De la même manière, nous n'avons jamais utilisé de récompense ni de chantage. Pas de mise à l'écart, pas de punition, pas d'interdiction, pas de couvre-feu, pas même de paroles dures ou de disputes. Pas d'adolescence rebelle. Nos enfants n'étaient ni des anges ni des robots, mais ils étaient autonomes, capables de se réguler et discipliner d'eux-mêmes. Pendant des années, j'ai eu du mal à comprendre ce que nous faisions différemment, à expliquer pourquoi notre expérience semblait si éloignée de celle de nos proches ou de nos pères. J'ai d'abord pensé que nous avions simplement eu de la chance sur le plan génétique. Finalement, j'en suis venu à apprécier notre attitude, même si nous ne l'avions jamais formulée clairement, nous considérions nos enfants comme des invités très bienvenus, mais temporaires, dans nos vies. Nous voulions simplement leur présenter le monde et leur faire découvrir ce que nous aimions. Vu sous cet angle, ces 20 années ont filé comme un moment de bonheur paisible. Je n'ai pas complètement laissé derrière moi mon héritage, mes peurs et ma dépression. Je continue à douter, à craindre de m'être trompé et que la malédiction familiale finisse par se manifester. Quand notre fils a abandonné ses études et est revenu vivre à la maison, je suis tombé dans une dépression profonde, persuadé que tout ce que j'avais cru était faux. Avec le recul, je comprends que, malgré tous les progrès accomplis, mon équilibre restait fragile. C'est ça, le plus difficile, avoir la confiance nécessaire pour s'affranchir de son propre héritage. Et le monde, dans l'ensemble, ne nous y aide pas. Pour résumer environ 40 années de vie adulte et les effets intergénérationnels du traumatisme, je dirais que oui, il est possible de briser le cycle. Dans mes moments d'optimisme, plus fréquents qu'avant, j'aime penser que, dans 100 ans, on regardera notre époque comme un âge sombre, une période où les gens avaient encore des idées absurdes et cruelles. Les enfants ne viennent pas au monde comme des vases vides qu'il faut remplir, ils naissent déjà entiers. Notre rôle est de préserver cette intégrité, non seulement contre nos propres illusions, mais aussi contre celles du monde. Je commence à penser que, du côté de ma mère, la mort rôde toujours autour des véhicules. C'est étrange à dire, mais quand on regarde les années passées, tout semble suivre le même fil tragique. L'une de mes grandes tantes, celle du côté de mon grand-père, est morte jeune dans un accident à cheval. Elle adorait monter depuis l'enfance, elle disait que c'était la seule chose qui la faisait se sentir libre. Un jour, le cheval s'est emballé, a glissé sur un chemin boueux, et elle n'a jamais eu le temps de se relever. De l'autre côté de la famille, la sœur de ma grand-mère a connu un sort tout aussi cruel. Elle est morte dans un accident de voiture. Ses deux frères jumeaux, plus jeunes qu'elle, étaient avec elle sur la banquette arrière. Eux ont survécu, mais ils n'ont jamais vraiment reparlé de ce jour. Même adultes, on voyait dans leurs yeux une sorte de peur silencieuse chaque fois qu'ils prenaient le volant. Puis il y a eu mon oncle, le frère de ma mère. Il avait 17 ans, à peine, et venait tout juste d'acheter sa moto avec l'argent qu'il avait économisé pendant des mois. Il n'a pas eu le temps d'en profiter longtemps. Un virage mal négocié, un soir d'été, et tout s'est arrêté là. Ma mère en parle rarement, mais chaque fois qu'elle entend le son d'une moto, elle se fige un instant. Et plus récemment, ma seconde cousine et son petit ami ont perdu la vie dans un accident de camion. C'était il y a quelques années, un matin d'hiver. On dit que la route était verglacée, qu'ils ont glissé avant d'être percutés. À force, on en vient à se demander s'il ne s'agit pas d'une coïncidence trop répétée. Comme si, pour les membres de la famille de ma mère, les routes,
les moteurs et les roues portaient en eux quelque chose de fatal, une menace silencieuse qui attend le moment de frapper. Même ceux qui restent vivants finissent par conduire avec une sorte d'appréhension, comme s'ils savaient que, quelque part, ce destin veille encore. La force que cela demande est absolument immense. Personnellement, je vois des membres de ma famille, parfois 3 fois plus âgés que moi, souffrir encore des effets du traumatisme générationnel. J'ai énormément de peine pour eux. J'ai aussi de la peine pour mes parents, pour m'avoir négligé, car eux-mêmes ont été négligés par leurs propres parents, et ainsi de suite. Ce n'est pas comme si mes parents avaient voulu me faire du mal intentionnellement. Simplement, certaines parties d'eux-mêmes me faisaient vivre l'enfer parce qu'elles étaient déclenchées par quelque chose que je faisais. Et moi, je ne cherchais pas à les déclencher, évidemment. Enfant, je ne savais même pas ce que ces parties représentaient. Mais avec le temps, j'ai compris que certaines de mes actions faisaient surgir chez eux ces blessures cachées, et que c'était toujours dans ces moments-là que la douleur se manifestait. Je ne peux pas leur demander pourquoi ils deviennent si en colère ou si contrôlants, car cela reviendrait à exposer la partie d'eux qui se sent triste ou impuissante. Ces sentiments, ils les ont refoulés depuis longtemps, dès leur jeunesse. En grandissant, ils ont enfermé ces émotions, les ont mises en exil, et sont devenus des adultes qui élèvent un enfant avec ses parts blessées qui influencent son développement. Comprendre pourquoi ils m'ont fait vivre tout cela demande beaucoup de curiosité et de compassion. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont eux-mêmes connu l'enfer lorsqu'ils étaient jeunes. Cela dit, leurs comportements abusifs ne sont pas justifiables pour autant. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il existe une raison derrière leur manière d'agir. C'est le poids des générations de souffrance et de traumatisme. En rompant la chaîne du traumatisme générationnel, toi comme moi, nous ne nous libérons pas seulement nous-mêmes. Nous libérons aussi les générations futures, si nous avons des enfants. Nous devenons de meilleures personnes, plus aimantes, plus attentives dans nos relations amicales et amoureuses. Ce que tu fais va bien au-delà de la guérison de tes blessures. Tu es en train de transformer la culture, les traditions et la société dans leur ensemble. Le traumatisme générationnel que tu brises en guérissant tes propres blessures détruit aussi les normes culturelles, les traditions et les attentes sociales qui reposaient sur la souffrance, la négligence et la douleur. Nous tombons souvent dans le piège de croire que ces choses sont normales parce qu'elles sont ancrées dans la société où nous avons grandi, mais elles ne le sont pas. En guérissant tes blessures, tu t'affranchis de tout cela. Tu n'es pas faible parce que tu ressens la douleur de tes parts, surtout celle que tu as mise en exil. Il faut une force de guerrier pour faire face à cette souffrance. Et je sais que tu en es capable. Tu es un véritable guerrier. Mon histoire est un peu étrange. Du côté de mon père, les hommes meurent toujours en octobre. C'est une sorte de tradition morbide, un schéma que personne n'explique vraiment, mais que tout le monde connaît trop bien. Mon grand-père, ses 3 frères, leurs 4 fils donc les cousins de mon père, et même mon arrière-grand-père, tous sont partis ce même mois. Quand j'étais enfant, je pensais que c'était juste une coïncidence. Mais plus je grandissais, plus cela semblait réel, presque inévitable. Chaque automne, la famille devient nerveuse sans même en parler. Les appels se font plus fréquents, les messages plus attentionnés, comme si chacun voulait s'assurer que tout le monde est encore là. Je me souviens encore de la dernière fois que nous avons vu mon grand-père. C'était un été chaud, un de ces après-midi tranquilles où la lumière se posait doucement sur les meubles du salon. Quand on s'est levé pour partir, il nous a raccompagnés jusqu'à la porte et a dit, avec un petit sourire fatigué, « Eh bien, si je passe le mois d'octobre, je vous verrai à Noël. » Il est mort le 3 octobre d'une crise cardiaque. Depuis, cette phrase me revient chaque année quand les feuilles commencent à tomber. Mon père y pense aussi, même s'il fait semblant du contraire. En octobre, il évite les longs trajets, il mange mieux, il dort plus. On ne plaisante pas vraiment avec ça dans la famille. Il y a aussi quelque chose d'ironique. 11 mois de l'année, nous plaisantons entre nous en disant que nous sommes immortels, invincibles même. C'est une manière de tenir à distance cette peur discrète, celle qui s'installe chaque fois que le calendrier tourne la page vers octobre.
Et quand le mois se termine, on respire enfin. Jusqu'à l'année suivante. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, le traumatisme générationnel, dans le contexte de la sociologie et de l'économie, fait référence aux difficultés transmises de génération en génération au sein des communautés marginalisées. Par exemple, une communauté afro-américaine vivant dans une petite ville du sud des États-Unis peut avoir un nombre disproportionnément faible de diplômés universitaires. Cela s'explique par le fait que la plupart de leurs parents n'ont pas obtenu de licence, leurs grands-parents n'ayant pas eu la possibilité physique de fréquenter l'université locale avant le mouvement des droits civiques. Cette situation conduit à une idée culturelle selon laquelle l'enseignement supérieur n'est ni pratique ni vraiment accessible, en plus d'un manque de ressources financières. De faibles opportunités économiques entraînent de faibles héritages et une absence de soutien financier pour poursuivre des études. Une grande partie de cette réalité est également liée à la richesse des parents et à leur héritage. Par exemple, si les deux parents ont un doctorat avant la naissance de l'enfant, il est très probable que cet enfant obtienne au moins un master avant ses 30 ans. Cette situation permet à la famille de financer l'éducation des enfants et de leur transmettre l'importance culturelle de poursuivre des études supérieures. Bien sûr, j'en donne une version simplifiée, car l'éducation n'est pas le seul domaine concerné par le traumatisme générationnel, mais c'est un exemple facile à comprendre. Si tes parents sont allés à l'université, tu as plus de chances d'y aller toi aussi. S'ils en ont été empêchés, cela influence non seulement ton éducation, mais aussi les conditions économiques et culturelles dans lesquelles tu grandis. Plus une communauté subit longtemps la privation de droits et les injustices, plus les écarts économiques se creusent. Je connaissais déjà ce concept sur le plan économique et sociologique, mais en suivant un cours d'anthropologie culturelle ce semestre, ma professeure a abordé le traumatisme générationnel d'une manière assez similaire. Sauf qu'elle a ajouté un détail intéressant, il est aussi d'ordre génétique et biologique. Autrement dit, les épreuves vécues par tes parents, et même par tes ancêtres, peuvent influencer directement ton développement avant ta naissance. Du côté de ma mère, presque tout le monde a un trouble mental d'une forme ou d'une autre. Beaucoup de ces troubles tournent autour de la psychose et des délires. C'est devenu presque une constante dans cette branche de la famille, comme si quelque chose dans notre sang portait une fissure invisible. Et puis, il y a ce schéma sinistre. La plupart meurent dans la cinquantaine. Ma mère approche justement de cet âge. Elle fume depuis toujours, sans jamais vraiment réussir à s'arrêter. Son souffle est court, ses poumons fatigués, et les hôpitaux sont devenus un passage régulier. On l'a déjà emmenée plusieurs fois aux urgences, incapable de respirer, les yeux écarquillés par la panique. Et pourtant, malgré tout cela, elle continue à fumer, comme si chaque cigarette était une façon de se prouver qu'elle a encore le contrôle. Dernièrement, les choses ont empiré. On lui a diagnostiqué une schizophrénie tardive. Depuis, elle se méfie de tout le monde, surtout des médecins. Elle croit qu'ils mentent, qu'ils la droguent, qu'ils veulent lui faire du mal. Les médicaments, elle les cache ou les jette. Quand on essaie de la raisonner, elle se ferme complètement, convaincue que c'est nous qui complotons contre elle. Je plaisante parfois avec mes amis en disant qu'avec la malédiction familiale, il lui reste 10 ans tout au plus. Mais au fond de moi, je sais que cette blague n'en est pas vraiment une. J'aimerais croire qu'elle fera exception, mais l'histoire de notre famille ne laisse que peu de place à l'espoir. Et pourtant, du côté de mon père, c'est tout l'inverse. Les gens vivent longtemps, jusqu'à 90, parfois 100 ans. Le pire qu'ils affrontent, c'est un taux de cholestérol affolant, mais même ça, personne n'en meurt. Ils s'en vont de vieillesse, ou d'un cancer tardif, comme si la vie avait simplement décidé qu'ils avaient eu assez de temps. Moi, je suis quelque part entre les deux mondes. J'ai mes propres diagnostics, mes propres démons à apprivoiser. J'essaie de ne pas penser à l'idée que je pourrais finir comme ma mère, prisonnier de mon esprit avant même d'avoir vécu vraiment. Je plaisante souvent en disant que je ne veux pas mourir avant d'avoir fini de rembourser mes prêts étudiants. Mes grands-parents ont grandi entre deux guerres mondiales,
dans un petit pays européen qui a été occupé à plusieurs reprises par des puissances étrangères jusqu'aux années 1990. C'étaient des gens simples, qui n'avaient ni le temps ni les ressources pour tisser de véritables liens affectifs. Je ne connais que le côté maternel de ma famille. Mon grand-père maternel avait 2 frères, dont l'un est mort dans un accident de voiture alors qu'il n'était qu'un tout petit enfant, un événement dont on ne parlait presque jamais. Quand ma grand-mère maternelle était enfant, elle rendait visite à sa tante, et la maison voisine a été rasée par une bombe. Elle a survécu uniquement parce qu'elle se trouvait dans la maison d'Aix en Grave-Côté, par pur hasard. Ma mère et mon oncle ont vu des chars étrangers traverser les champs alors qu'ils rendaient visite à des proches. Je pense que c'était vers la fin de la dernière occupation, et les chars étaient en train de partir. Cette histoire m'a toujours impressionné depuis que je suis enfant. La manière détachée dont toutes ces choses ont toujours été racontées me trouble profondément, ce manque total d'émotion. Je ne crois pas qu'aucun d'entre eux ait jamais voulu, osé ou même su comment affronter ces événements sur le plan émotionnel. Entendre toutes ces histoires quand j'étais enfant m'a profondément marqué. Cela, ajouté à la négligence et aux abus, bien sûr. Je cachais du sucre entre les pages des livres parce que ma grand-mère en était obsédée. Elle tenait absolument à en avoir à la maison, car elle faisait ses propres confitures pour l'hiver. J'oubliais souvent mes cachettes, et quand ma mère ou quelqu'un d'autre les découvrait, on se moquait de moi. J'essayais aussi de ranger mes jouets et peluches préférés dans une valise, au cas où une guerre éclaterait. C'était mon sac d'urgence. Les adultes trouvaient ça drôle, mais moi, ça me blessait. Je réalise seulement maintenant à quel point j'essayais désespérément d'apaiser la tension que je ressentais, même tout petit. Je voulais me rendre utile ou mériter de l'attention. J'avais constamment peur d'être oublié ou laissé de côté. Je suppose que c'est pour cela que je lutte aujourd'hui avec un manque d'estime de moi, une tendance à vouloir plaire à tout prix dans mes relations proches, une mentalité de rareté et une grande difficulté à planifier ou à accomplir des projets à long terme. Je sursaute facilement. Il y a clairement en moi une lourde part de traumatisme générationnel, et la plupart du temps je suis simplement épuisé de vivre dans un état permanent d'alerte. J'ai aussi reçu un diagnostic tardif de TDAH et je souffre d'anxiété, ce qui rend parfois difficile de distinguer ces troubles de tout le poids émotionnel que je porte. Tout cela est vraiment dur. Je ne souhaiterais jamais vivre ça à qui que ce soit. Dans ma famille, le travail n'est pas seulement une habitude, c'est presque une religion. Chaque génération a cultivé cette obsession de rester occupé, de ne jamais s'arrêter. On le sait tous, on en rit parfois, mais personne ne change vraiment. C'est comme si l'idée de se reposer nous rendait coupables, comme si ne rien faire, ne serait-ce qu'une heure, risquait de faire s'effondrer quelque chose d'essentiel. Mon grand-père se levait avant le soleil et ne rentrait qu'après la tombée de la nuit. Il travaillait dans une petite entreprise familiale, qu'il avait bâtie de ses mains, et il refusait de déléguer quoi que ce soit. Il disait qu'on ne pouvait faire confiance qu'à soi-même. Même malade, il se levait, enfilait sa chemise repassée et partait au travail. Le jour où il a eu son premier infarctus, c'était dans son bureau, entre 2 réunions. Il a refusé l'hôpital jusqu'à ce que sa femme appelle les secours dans son dos. Mon père n'a pas été différent. Il a grandi avec cette idée que la valeur d'un homme se mesure à la quantité de choses qu'il accomplit. Ses journées ne se terminent jamais vraiment, il dîne en vérifiant ses mets, il parle travail pendant les vacances, et il s'endort souvent avec son ordinateur encore ouvert. Il dit qu'il déteste le silence, mais je crois surtout qu'il a peur de ce qu'il pourrait ressentir s'il s'arrêtait trop longtemps. Et moi, je sens cette même tension s'installer en moi. J'essaie de me convaincre que je suis différent, que je peux trouver un équilibre, mais au fond je sais que j'ai hérité du même réflexe. Quand je ne travaille pas, je tourne en rond. J'ai cette impression d'être inutile, d'avoir perdu quelque chose d'invisible. Dans cette famille, on ne s'épuise pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on ne connaît pas d'autre façon d'exister. On se félicite de nos réussites, on se félicite même de notre fatigue, comme si c'était une médaille. Personne ne s'autorise à se reposer, et pourtant, chacun finit par en rêver, secrètement, entre 2 journées trop longues. Pour moi personnellement,
je sais qu'une grande partie du traumatisme vient du fait que mon pays a été envahi par la Russie soviétique et occupé pendant une période extrêmement longue. Ma grand-mère a survécu à 2 invasions soviétiques et à une invasion allemande. Sa mère a été envoyée au goulag, et beaucoup de ses frères et sœurs sont morts parce qu'ils étaient des combattants partisans qui luttaient pour la survie de notre nation. Je crois que cela a créé de profondes ondes de traumatisme dans ma famille, que d'autres ont dû porter et supporter. Par exemple, ma grand-mère a tenté de se suicider à 4 reprises et est devenue très froide sur le plan émotionnel envers ses enfants. Ce type de négligence a fait que ma mère ne se sentait ni vue ni en sécurité, d'autant plus que son père, lui aussi, était négligent d'une autre manière, ne faisant jamais l'effort d'aller à l'école pour les spectacles ou les activités. Pendant l'occupation dans mon pays, beaucoup de gens se sont tournés vers l'alcool, en particulier les hommes. Cela a provoqué un autre effet boule de neige dans ma famille. Le monde de ma mère s'est effondré lorsqu'elle a été agressée sexuellement par un groupe d'hommes dans sa vingtaine. L'un d'eux était le petit ami de sa meilleure amie, et il lui a dit qu'il la tuerait si elle en parlait à qui que ce soit. Quand je suis venu au monde, ma mère était mariée à mon père et avait déjà un enfant issu d'un précédent mariage qui n'avait pas fonctionné. Je suppose que ma famille n'a jamais vraiment eu une vie stable. Leur confiance a constamment été trahie, et en plus de cela, leurs espaces les plus intimes ont été violés et détruits par les colonisateurs. Malheureusement, l'occupation soviétique a aussi profondément marqué mon père et ses parents. Mon grand-père a servi dans l'armée et a connu une certaine réussite, mais à un prix élevé. J'ai compris qu'il était violent à la maison et qu'il buvait lui aussi. Finalement, mon père est devenu non seulement alcoolique, mais aussi quelqu'un d'extrêmement cruel et destructeur, coupable d'actes terribles commis dans le secret le plus absolu. Dans ma famille, on n'a jamais eu de chance, sauf quand il s'agit de rester en vie. C'est comme si la mort essayait encore et encore, mais n'arrivait jamais à finir le travail. On accumule les accidents, les blessures, les histoires qu'on raconte avec un mélange de gêne et d'incrédulité. Quand j'étais enfant, j'ai failli mourir 2 fois avant mes 10 ans. Une fois, j'ai sectionné une artère en jouant dehors. Le sang coulait si vite que même les adultes paniquaient. Pourtant, je m'en suis sorti, quelques points de suture et une cicatrice en souvenir. Une autre fois, j'ai fait une mauvaise chute, la tête la première sur le béton. Les médecins étaient étonnés que je sois encore conscient à l'arrivée. Mais je ne suis pas le seul. Mon grand-père a connu pire. Il a passé sa vie entre les hôpitaux et les chantiers, avec chaque fois un nouvel accident à raconter. Il a fini par perdre une cheville après un effondrement de structure, et pourtant il continuait à boiter jusqu'à son atelier tous les matins. Il disait toujours qu'il était trop têtu pour mourir. Mon père, lui, a eu un fusil qui lui a explosé au niveau du ventre. Les médecins ont dit que c'était un miracle qu'il ait survécu. Il en plaisante encore, même si on voit bien, dans son regard, qu'il se souvient très bien de la douleur. Et puis il y a mon oncle, celui qui a sauté sur une mine avec son unité. Le véhicule a été projeté, et le capot lui est tombé sur le crâne. Il a eu plusieurs fractures, des opérations, puis plus tard, 2 AVC. Et malgré tout, il marche encore, lentement, mais debout. Je ne sais presque rien du côté paternel de ma famille, mais du côté de ma mère, l'histoire suffit à comprendre d'où vient une part de la douleur. Être ma mère n'a jamais dû être simple. Son père avait survécu à l'Holocauste, mais il n'en était jamais vraiment revenu. Il vivait avec des silences coupants, des cauchemars qu'il ne racontait à personne, une peur qui ne le quittait jamais vraiment. Ma grand-mère, elle, était tout l'inverse, bruyante, autoritaire, obsédée par les apparences et le contrôle. Une femme qui se sentait forte en écrasant les autres. Chez eux, il n'y avait pas de place pour la tendresse. Mon grand-père s'effaçait derrière ses traumatismes, ma grand-mère remplissait l'espace de son orgueil et de ses exigences. Et au milieu, ma mère, l'enfant qu'on tolérait sans l'aimer. Elle n'était pas la préférée, et tout le monde le savait. Ma grand-mère avait un talent particulier pour faire sentir à ma mère qu'elle n'était jamais assez belle, jamais assez brillante, jamais à la hauteur. Ces mots ont fini par la façonner.
Ma mère a passé sa vie à vouloir prouver qu'elle valait quelque chose. Elle cherchait sans cesse une forme d'admiration, de reconnaissance, même tordue. Elle nous racontait, presque fière, qu'elle s'amusait autrefois à séduire les petits amis de ses amis, juste pour leur montrer qu'elle pouvait le faire. Elle disait ça comme une victoire, sans voir qu'elle ne faisait que répéter ce qu'elle avait toujours connu, chercher l'amour en le blessant. Grandir avec elle, c'était vivre dans un théâtre où chaque regard devenait une épreuve, chaque remarque un jugement. Elle oscillait entre charme et cruauté, entre besoin d'être admirée et peur d'être oubliée. Parfois, elle me fixait d'un air qu'elle croyait neutre, mais je voyais dans ses yeux cette même frustration ancienne, ce vide qu'elle tentait de combler depuis l'enfance. Je crois que tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle a fait, venait de cette idée profondément ancrée qu'elle ne méritait rien. Et au lieu de guérir, elle a transmis cette blessure comme un miroir déformé. Lors de ma dernière séance, j'ai effleuré une situation traumatique qui était arrivée à ma mère quand elle était enfant et, d'après mon corps et mes sensations, cela s'est avéré bien plus perturbant que mes propres souvenirs traumatiques. J'ai été très surpris que mon cerveau remonte tout seul jusqu'aux années 60, qu'il replonge dans son enfance, dans les détails de cette époque. Les images se sont imposées avec une intensité que je ne m'attendais pas à ressentir, plus vive, plus chargée d'énergie que celle qui concerne ma vie. J'ai revécu la scène comme si j'y étais, avec des sensations corporelles fortes, des odeurs et des émotions qui revenaient en cascade. Ce qui me frappe, c'est que ma mère souffre elle aussi d'un trouble de stress post-traumatique complexe, peut-être en pire que moi, et que nous partageons beaucoup des mêmes symptômes. Il est possible d'hériter de certains traumatismes de ses parents, et cette idée me travaille. Je me demande si mon EMDR n'a pas eu peu d'effet jusqu'ici parce que la source de mes symptômes ne se trouve pas vraiment dans mes propres expériences, mais dans celles de ma mère que j'ai intégrées. Peut-être que si je parviens à traiter, à travers la thérapie, ces souvenirs douloureux transmis d'une manière ou d'une autre, j'aurai enfin un allègement de mes symptômes. Pendant la séance, j'ai senti en même temps de la colère et de la pitié. Il y avait cette confusion étrange entre ce qui m'appartient et ce qui vient d'elle. Par moments je voulais m'éloigner, d'autres fois je voulais rester pour comprendre, pour dénouer ce nœud ancien. En sortant, j'étais épuisé mais curieusement soulagé d'avoir touché quelque chose de réel et profond. Je pense que la suite pour moi pourrait être d'explorer ces histoires familiales avec mon thérapeute, d'écouter ce que ma mère a vécu si elle est prête à en parler, et d'observer comment ces récits ont pu façonner mon corps et mes réactions. J'espère que, en travaillant sur cette couche transmise, je trouverai un espace plus léger pour mes propres souvenirs. Les deux grands-mères de ma famille ont grandi dans la violence, mais personne n'en parlait jamais. L'une d'elles portait une cicatrice terrible à l'intérieur du bras, une marque blanche et irrégulière qu'elle cachait sous des manches longues, été comme hiver. On racontait vaguement qu'elle s'était brûlée, mais en vérité, dans les années 1920, quelqu'un l'avait maintenue de force pendant qu'un fer à repasser brûlant lui était posé sur la peau. Elle ne s'en est jamais remise. Pas seulement à cause de la douleur, mais parce que personne n'a jamais reconnu ce qu'elle avait subi. L'autre grand-mère a vécu dans la peur constante. Son mari la poursuivait dans la maison, un couteau de boucher à la main. Elle se réfugiait dans le lit de sa fille aînée, espérant que sa présence suffirait à l'arrêter. Parfois, elle restait ainsi des heures, serrées l'une contre l'autre, écoutant le bruit des pas dans le couloir, jusqu'à ce que le silence revienne. Mon grand-père, celui de l'autre côté, n'était pas différent. Il battait sa femme, ses enfants, et même les chiens. Il gardait pourtant l'allure impeccable d'un homme respecté, chemise repassée, ton calme, politesse étudiée. Dans le voisinage, on disait qu'il était un père exigeant, un travailleur. Personne ne voyait la brutalité qui se cachait derrière les rideaux tirés. Ma mère, née de ces héritages, a connu à son tour la violence, plus subtile, plus feutrée. Mon père ne la frappait pas, mais ses mots étaient des armes. Il la rabaissait, la reprenait sans cesse, la faisait douter d'elle-même jusqu'à ce qu'elle se taise pour de bon. Elle aussi donnait l'impression d'une vie ordinaire, d'un foyer stable, d'un mariage solide. Et puis il y a moi. J'ai hérité de tout cela sans le vouloir. L'anxiété,
La peur, cette vigilance constante qui ne me quitte jamais. Les bruits forts me font sursauter, les cris me paralysent. Je sens mon corps se raidir avant même que mon esprit comprenne ce qui se passe. C'est comme si ma mémoire, à travers des générations, se souvenait de la terreur. Je me dis parfois que c'est cela, le vrai visage de mon héritage. Pas les photos en noir et blanc, pas les récits enjolivés des familles respectables, mais la peur transmise dans le sang, les gestes prudents, les silences pesants. Et malgré tout, je vis avec l'espoir que cette mémoire s'arrêtera avec moi, que mes mains ne porteront pas la même violence, que ma voix ne fera pas trembler quelqu'un d'autre. Je pense que Dieu ne veut pas que ma lignée continue. Mon grand-père avait 2 frères. Chacun de ses frères n'a eu que des filles. Dans la famille, on en plaisante parfois avec maladresse, comme si le sang suivait des règles que personne n'a décidées. Mon grand-père lui-même a eu 5 fils. L'un est mort adolescent, et sa disparition a laissé une place que personne n'a su combler. Un autre est devenu prêtre, il a choisi une autre forme de vie, une cloison entre lui et la descendance. Un troisième est un alcoolique invétéré qui n'a jamais connu de relation durable, il vit en marge des fêtes familiales et on le voit plus souvent seul qu'entouré. Le quatrième a épousé une femme qui avait déjà des enfants, il est devenu beau-père plutôt que père au sens classique, et sa propre place dans la succession des générations a pris une forme décalée. Mon père, lui, a fini par avoir un fils, mais moi je me retrouve gai et avec une aversion profonde pour les enfants. Aux réunions de famille, ces faits botanisent les conversations. On parle d'un héritage qui rétrécit, on se demande qui gardera le nom, qui restera pour garder les photos et raconter les histoires. Certains évoquent l'avenir avec tristesse, d'autres avec un soulagement discret. On sent parfois la pression sur les épaules, comme si chaque homme était attendu pour réparer quelque chose. Pour ma part, je ressens un mélange d'irritation et d'indifférence. D'un côté, l'idée que la lignée s'éteigne m'angoisse parce qu'elle renvoie à des attentes familiales que je n'ai jamais demandées. De l'autre, je me sens presque libre d'échapper à des cycles qui n'avaient rien de tendre. Il y a des moments où je me surprends à imaginer la tombe de famille sans nouvelles inscriptions, des enterrements sans héritier direct pour tenir la lumière. D'autres fois, je me demande si c'est seulement une série de choix personnels qui ont abouti à ce résultat, et non une volonté divine. J'ai grandi entre sermons, silence et remarques maladroites sur l'avenir. Ces choses pèsent, elles expliquent peut-être pourquoi je suis devenu qui je suis. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Peut-être que le nom s'éteindra, peut-être qu'il sera porté par une cousine qui changera d'avis sur la transmission. Le trouble bipolaire traverse ma famille depuis au moins 4 générations de femmes, moi comprise. Il y a aussi cette étrange affection qu'on appelle la langue géographique, et malheureusement, l'ombre de l'alcoolisme. J'ai l'impression d'avoir échappé à ce dernier fléau, par chance ou par volonté. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Une histoire que l'on raconte chez nous comme on murmure une prière qu'on ne comprend plus vraiment. Tout aurait commencé lorsque notre famille est arrivée d'Allemagne. Ma bisaïeule, jeune et affamée de revanche sur la misère, avait volé une montre en or à un homme sur le bateau. Elle pensait qu'une fois à terre, l'océan les séparerait à jamais. Le destin en décida autrement. La mère de cet homme habitait dans le même immeuble qu'elle, et l'a surpris alors qu'elle tentait de vendre la montre au marché. La vieille femme, dit-on, la regarda droit dans les yeux avant de prononcer une malédiction. Notre lignée ne connaîtrait plus jamais que des filles, les premières-nées le seraient toujours, et toute femme qui tenterait d'avoir un deuxième enfant mourrait en couche. La légende semblait vraie. Ma bisaïeule eut une fille, puis tomba enceinte d'un fils 3 ans plus tard. Elle mourut pendant l'accouchement, et le bébé aussi. Ma grand-mère, plus tard, donna naissance à ma mère, mais une erreur médicale pendant la césarienne la priva de toute possibilité d'avoir d'autres enfants. Ma mère, à son tour, me mit au monde, mais ne put jamais mener une autre grossesse à terme. Chaque tentative se solda par une fausse couche ou une interruption. Et puis, il y eut moi. Mon premier enfant fut une fille, comme le voulait la malédiction. J'ai cessé de respirer pendant l'accouchement.
Les médecins ont réussi à me ramener, et peut-être est-ce à ce moment précis que la malédiction s'est arrêtée. Car après cela, j'ai eu 5 autres enfants, sans la moindre complication. Parfois, j'y repense quand je regarde mes filles dormir. Je me demande si la mort m'a réclamé une fois pour toutes, juste assez pour libérer les suivantes. Je viens d'une famille qui semble condamnée à ne jamais faire la guerre. Notre lignée est presque entièrement issue des Quakers, mais, paradoxe étrange, presque tous les hommes de ma famille ont été enrôlés dans chaque conflit américain depuis la guerre de sécession. Et pourtant, pas un seul n'a jamais posé le pied sur un véritable champ de bataille. Pendant la guerre de sécession, mes ancêtres, des arrière-grands-oncles dont les noms se sont perdus dans les registres, s'étaient engagés pleins de ferveur. Ils furent envoyés dans le territoire de l'Oregon, loin des canons et des tambours. Ils y passèrent des mois à surveiller des routes désertes, écrivant des lettres remplies d'ennui et de frustration. Lors de la guerre hispano-américaine, un de mes oncles se brisa la jambe dans un accident de mine quelques jours avant son départ. 2 autres furent affectés à Porto Rico, mais la guerre y toucha à sa fin avant qu'il ne voie la moindre escarmouche. Pendant la Première Guerre mondiale, mon arrière-grand-père embarqua avec son unité, plein de fierté. Mais le navire tomba en panne au large de l'Irlande, et le groupe resta bloqué jusqu'à l'armistice. Ils rentrèrent chez eux sans avoir jamais quitté le port d'attente. Mon grand-père, quant à lui, servit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dans un bureau du service juridique de la marine à San Francisco. Il passa la guerre à classer des dossiers, à rédiger des rapports et à signer des autorisations, pendant que d'autres traversaient l'océan. Durant la guerre de Corée, mon grand-oncle entraîna des jeunes recrues au tir pendant 2 mois, avant d'être renvoyé d'urgence pour s'occuper de sa mère mourante. 2 de mes oncles furent appelés pour le Vietnam, mais l'un passa la guerre en Alaska, l'autre à Guam. Ils revinrent avec des histoires de neige, de pluie et d'ennui, mais jamais de feu ni de sang. Et puis il y a mon oncle amiral, un homme respecté, décoré, qui a passé 25 ans à évaluer des achats de navires. Il a vu les mers du monde, mais jamais un tir d'ennemi. En fin de compte, chaque génération a porté un uniforme, salué un drapeau, prêté serment. Mais depuis 8 ou 9 générations, aucun homme de ma lignée n'a tiré une seule balle en colère. Comme si une force invisible veillait à maintenir notre nom à l'écart du combat, à la frontière tranquille entre le devoir et le destin. Chez nous, le narcissisme semble se transmettre comme une vieille maladie de famille. Il touche les femmes depuis au moins 3 générations. Ma grand-mère, ma mère et ma sœur en sont les parfaits exemples, chacune à sa manière, mais avec la même intensité dérangeante. Ma grand-mère régnait sur tout le monde avec un sourire doux et des mots tranchants. Elle savait faire croire qu'elle donnait, alors qu'elle ne faisait que reprendre autrement. Quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle se repliait dans un mutisme glacial, laissant les autres ramper vers elle pour retrouver la paix. Ma mère, elle, a perfectionné cette habileté. Elle pleure sur commande, rit trop fort, se dit blessée pour des broutilles, puis retourne la situation jusqu'à ce que tout le monde finisse par s'excuser, même sans savoir pourquoi. Elle a bâti autour d'elle une maison pleine de règles qu'elle seule comprend. Et ma sœur, élevée dans ce théâtre, a appris le rôle par cœur. Elle joue à la victime, puis à la reine, selon ce qui lui ouvre le plus de portes. Elle s'est appuyée là où ça fait mal, d'une façon presque artistique. Il y a eu des disputes sans fin, des silences de plusieurs mois, des repas qui se terminaient en cris. J'ai grandi au milieu de cette tempête, apprenant à deviner leurs humeurs avant qu'elles n'explosent. Parfois, j'ai l'impression d'avoir passé mon enfance à marcher sur des éclats de verre invisibles. Ma mère est née d'une idée plus que d'un désir. Elle a été conçue pour redonner un peu d'espoir à une famille en ruine, après la mort soudaine de mes grands-parents. Sa propre grand-mère s'était donné la mort, incapable de supporter la disparition de son mari. C'est dans cette atmosphère lourde de chagrin, de honte et de silence que ma mère est venue au monde, comme une tentative de réparer quelque chose qui ne pouvait plus l'être. Je crois qu'elle est née différente,
avec une sensibilité que personne ne comprenait. Tout, chez elle, semblait trop intense ou pas assez. Mon père, de son côté, portait les cicatrices d'une enfance marquée par l'alcoolisme et la violence. Il n'a jamais été diagnostiqué, mais je suis presque certain qu'il partageait, lui aussi, une forme de neurodivergence non reconnue. Deux êtres abîmés qui ont essayé de se construire ensemble sans jamais comprendre pourquoi tout leur échappait. Et puis je suis arrivé, porteur malgré moi du poids des deux. Ma mère projetait sur moi ses insécurités, ses angoisses, sa manière d'aimer en se protégeant. Mon père, plus absent qu'agressif, se réfugiait dans le silence dès que les émotions devenaient trop fortes. J'ai grandi dans une maison où les mots manquaient toujours un peu, où l'affection se disait rarement, où l'amour existait mais restait coincé sous des couches de peur et de culpabilité. Je n'ai pas été frappé, mais j'ai été oublié. Pas par méchanceté, mais par incompétence affective. Mes parents ne savaient pas voir la différence entre m'élever et simplement m'avoir à la maison. Leur fatigue, leurs blessures, leurs défaillances se sont mêlées à ma propre construction. À force, j'ai appris à ne pas déranger, à deviner les humeurs, à me taire quand j'avais besoin. Ce qu'il y a de plus terrible dans tout cela, c'est que personne, dans ma famille, ne se rend compte de la profondeur de notre tristesse. La dépression est devenue notre langue maternelle. Elle s'est glissée dans les gestes du quotidien, dans les repas silencieux, dans les sourires forcés sur les vieilles photos. Personne ne parle de malheur, parce que chez nous, c'est l'état naturel. On confond la survie avec la normalité, et le manque de joie avec la stabilité. Dans ma famille, les hommes font fortune, puis tout s'écroule. C'est un fait. On ne le dit pas ouvertement, mais tout le monde le sait. Il y a toujours eu chez nous cette sorte de destin qui transforme la réussite en ruine, comme si chaque génération devait payer le prix de la précédente. Mon arrière-grand-père a commencé avec presque rien. Il travaillait dans le bois, dur, longtemps, sans répit. Petit à petit, il a bâti quelque chose de solide, des ateliers, des ouvriers, des contrats, une réputation. Il était respecté, presque craint. On disait qu'il savait tout compter, qu'il ne laissait rien au hasard. Et pourtant, tout s'est arrêté d'un coup. Un incendie a détruit ses entrepôts, tout ce qu'il possédait est parti en fumée. L'assurance a refusé de le rembourser à cause d'une erreur dans un papier. En quelques mois, il n'avait plus rien. Il s'est retiré dans un coin reculé, vivant de ce qu'il trouvait, et il est mort pauvre, comme s'il n'avait jamais eu un sou. Son fils a grandi avec cette histoire. Il ne voulait pas d'usine, pas d'ouvrier, pas de complications. Il a choisi un autre chemin, celui des chiffres et du jeu. Il avait le don pour les paris. Il gagnait souvent, il comprenait le hasard mieux que les autres, et pendant un temps, il a connu la belle vie. Mais un jour, il a voulu miser gros. Il a tout mis sur un seul coup, persuadé qu'il allait gagner encore. Et il a tout perdu. Après ça, il n'a plus jamais eu la même énergie. Il s'est laissé aller, a dilapidé le peu qui restait, et il a fini seul, dans une chambre qu'il n'avait même plus les moyens de chauffer. Mon père, lui, avait juré de rompre avec tout ça. Il ne croyait pas à la chance, il croyait au travail. Il a monté une petite entreprise avec patience, en refusant tout risque inutile. Pendant des années, il a réussi. Les affaires allaient bien, il vivait simplement, sans excès. Puis un associé l'a trahi. Une arnaque bien préparée, des papiers signés trop vite, des dettes qu'il n'avait pas vues venir. En quelques mois, il a tout perdu. Il a continué à travailler comme il pouvait, puis il s'est éteint sans bruit, épuisé. Et maintenant, il y a moi. J'ai appris de leurs erreurs, du moins j'essaie. J'ai un bon travail, je gagne correctement ma vie, je ne joue pas, je ne prends pas de risques. Mais je sens parfois une inquiétude, quelque chose de sourd, comme un avertissement au fond de moi. Chaque fois que les choses commencent à bien aller, je me demande si ce n'est pas le moment où tout va basculer. J'ai peur de réussir trop vite, peur de me retrouver dans le même cycle, celui où l'argent vient comme une promesse et repart comme une punition. Alors je me retiens. J'évite les opportunités trop brillantes, je garde mes économies là où personne ne peut les toucher.
Je vis avec cette idée que la richesse n'est pas faite pour nous, qu'elle porte en elle quelque chose de dangereux. Parfois, je me dis que je devrais tenter quand même, que cette peur me condamne à rester petit. Mais il suffit que je repense à ce qu'ils sont devenus pour que tout désir d'ambition s'efface. Je n'ai pas envie de finir comme eux, à regarder les murs se vider autour de moi en me demandant à quel moment tout a glissé. Peut-être que je ne serai jamais riche, mais au moins, j'espère rester debout. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.